Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Future. Smart Future, c'est l'émission de l'innovation. On découvre comment les entrepreneurs, les chercheurs, les scientifiques inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. La voile est-elle l'avenir du transport maritime de marchandises face aux défis environnementaux du secteur? De nombreux acteurs travaillent sur ces nouveaux cargos à voile. Vous les découvrirez juste après ces titres. Dans Smart Money, on analysera le marché des fintech qui grignotent toujours plus de parts de marché aux banques et assurances traditionnelles. Smart Connect, c'est notre chronique sur les coulisses, les mutations du e-commerce avec aujourd'hui le marketing conversationnel, les chabots de BotFuel. Et puis dans notre seconde partie d'émission, on va relever les défis de l'école de demain, pédagogie, technologie, les robots ou les humains qui seront les meilleurs professeur, réponse tout à l'heure dans Smart City. Mais d'abord, comme promis, on monte à bord de cargo sous SPI. Ah oui, ça existe. Bienvenue dans le futur. La voile est-elle l'avenir du transport maritime de marchandises? Voilà le thème du sujet de la semaine. Et pour découvrir ceux qui innovent en la matière, j'accueille Guillaume Legrand, bonjour, fondateur et directeur de TOWT, T-O-W-T, c'est le nom de votre entreprise. Bonjour, Romain Gransart, bonjour, directeur communication, marketing et gestion de projet chez Airo. Et puis avec nous en visioconférence, Bertrand de Rennes, qui est secrétaire général de l'AFCAN, de l'Association française des capitaines de navires. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la liaison est bonne? Bonjour monsieur, je vous entends bien. Bon, c'est parfait, à tout de suite. Une information que j'ai trouvée d'ailleurs sur le site de l'AFCAN sur la pollution du transport maritime, 3% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, prévision 2050, 17% des émissions de gaz à effet de serre si rien ne change. Le retour à la voile, c'est évidemment l'une des solutions pour empêcher ces prévisions d'aboutir. Guillaume Legrand? C'est une évidence. Au large, le vent est abondant, contrairement à ce qu'on peut intuiter ou ressentir à terre. Il est aujourd'hui largement prévisible. On a des solutions de routage qui sont très très fines, très très bonnes. Et donc on n'a plus ni ce qu'on appelle la pétole, c'est-à-dire plus de vent ou les grosses tempêtes. Donc on sait parfaitement aller à une vitesse donnée qui est celle que les chargeurs, donc les clients nous demandent, et de façon très décarbonée. Donc le vent est très abondant, très prédictible, une véritable source première d'énergie. Elle est évidemment renouvelable et la voile présente le meilleur rendement. C'est-à-dire que pour capter ce vent et le transformer en vitesse d'une carène, donc d'une coque qui déplace beaucoup, qui est très lourde, c'est la meilleure façon que de capter cette énergie-là. On pourrait mettre des éoliennes sur des coques, ça marcherait beaucoup moins bien. Donc évidemment, le vent fait probablement partie d'un bouquet de solutions, mais en tout cas, il peut se traduire de façon commerciale, et c'est ce que nous, chez TOWT, on fait, dans une proposition de valeur qui est d'une décarbonation qui est drastique et qui peut être valorisée. Alors, chez TOWT, vous avez commencé par réhabiliter, entre guillemets, des vieux voiliers de fret, leur redonner une vie, mais là, ça y est, vous construisez des navires avec quelle technologie? Quelle option? Tout à fait. On a fait avant, on a utilisé ses ancêtres pour tout de même transporter de l'ordre de 1500 tonnes de marchandises aujourd'hui. On a pu labelliser, créer un label qui s'appelle Anemos. On a labellisé 1 million de produits. On arrive donc à créer un marché et l'émergence véritablement d'un levier de valorisation. Aujourd'hui, alors... ces nouveaux navires, je n'en suis pas encore aux annonces. J'en suis au fait qu'on a choisi un chantier qui est français, et donc on en est très content. Suite à une procédure d'appel d'offres qui a duré 6 mois, depuis juillet dernier, c'est un navire de près de 4000 m² de toile qui transportera près de 1200 tonnes de marchandises à près de 11 nœuds, c'est-à-dire qu'on traverse l'Atlantique en 12 jours. On mutualise toutes les technologies fiabilisées qui existent, c'est-à-dire ça va être des enrouleurs, ça va être des tubes, c'est des coques acier, c'est des gréements donc largement automatisés pour que, avec 7 marins, on puisse donc déplacer ce navire très rapidement, ainsi qu'avec 12 passagers. Et avec des voiles qui ressemblent aux voiles classiques, si j'ose dire. Des voiles de Dacron qui sont des voiles qui marchent quand même très bien, à toutes les allures, et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on rentre dans le vent au près, mais surtout on sait très bien aller au portant. Je vous pose la question parce que quand moi je me suis penché sur ce marché du retour de la voile pour le fret, il y a plein de technologies différentes qui sont choisies, et notamment chez
aéro. D'ailleurs, vous êtes venu avec votre prototype de... alors, est-ce qu'on appelle ça une voile, une aile? Vous appelez ça comment, vous? Alors, on appelle ça une aile de propulsion, une aile articulée, qui utilise tout simplement les principes de l'aéronautique. Puisqu'une aile d'avion, par rapport à des voiles conventionnelles, est à peu près 2 fois plus performante en termes de propulsion. Donc, c'est un premier élément qui est rigide, avec derrière, en fait, un volet qu'on peut adapter et qui crée une fente permettant de refaire de l'écoulement et qui, selon nous, est extrêmement intéressante dans le transport maritime puisqu'il ne nécessite pas d'équipage additionnel. Elle est entièrement automatisée et donc elle ne nécessite pas non plus de compétences en termes de manœuvre de voile. Et il s'adapte parfaitement aux navires existants. Que ce soit c'est-à-dire que sur un vieux, entre guillemets, je me dis, vieux navire, vous pouvez rajouter ces voiles. Exactement. On peut venir, on appelle ça souder à ponter, comme des grues de manutention par exemple, avec un renforcement structurel qu'on est capable d'estimer, à quai, donc sans sortir le bateau de l'eau. Et donc relativement simplement, on peut les adapter. Ça dépend des navires, de leurs contraintes, mais sur une très grande majorité des cas, c'est une solution extrêmement performante. Donc vous les appelez les Ocean Wings, c'est ça? Les Ocean Wings, exactement. Elles sont déjà prévues pour un bateau qui s'appelle le Canopé, c'est ça? Le Canopé, alors, tout à fait. Là aussi, on en est au stade de la construction? Là, ça y est, on a lancé donc le Canopé. Le contrat a été signé en novembre 2020. Le bateau sera livré fin 2022 pour le groupe Ariane. Et il transportera en fait les composants de la fusée Ariane 6 de l'Europe vers la Guyane française. Et le bateau est en cours de construction au chantier Neptune en Hollande, avec GIFMAR et Alizé, Zéphyr et Boré. Bon voilà, je voulais présenter vos projets respectifs pour commencer. Avant, vous l'avez déjà abordé, mais de poser la question des avantages et des faiblesses supposées de ce retour à la voile. Bertrand de Rennes, alors évidemment, ça peut sembler sur le papier comme ça rétrograde de se dire on revient à la voile pour faire avancer les cargos. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir de ce secteur? Ça peut être l'avenir à condition que les habitudes commerciales changent énormément. Parce que j'ai entendu un interlocuteur dire que la capacité de l'emport du navire sera 1200 tonnes. C'est un navire très très petit, excessivement petit par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc si on veut toujours avoir un transport de masse comme on a actuellement, à des vitesses un peu élevées quand même en ce qui concerne les porte-conteneurs, eh bien la voile ne sera pas l'avenir à court terme, même à moyen terme, quoi. Il va falloir qu'on change notre habitude de vouloir des marchandises en masse importante et dans un délai assez court. Est-ce que ça peut, et on reviendra et je donnerai la parole à mes interlocuteurs ici sur ce plateau, mais je vous entends un peu en longueur, Bertrand de Rennes, est-ce que ça peut être aussi quand même une énergie d'appoint? On voit notamment cette idée de cargos qui ont alors ce ne sont pas des spies, ça ressemble plutôt à une voile de kitesurf qui vient alors d'ailleurs, ça apporte quel pourcentage de l'énergie nécessaire au cargo, ces voiles gigantesques là? Alors, ça fait déjà très longtemps qu'on a fait des essais avec des voiles, comme vous dites, de kitesurf. Alors, le pourcentage exact, je ne le connais pas, mais je dirais qu'il est aux alentours, il est entre 5 et 10%. Et ça ne peut être qu'un apport. Ça ne peut pas être le mode de propulsion principal à partir du moment où on atteint une certaine taille de cargo. C'est un peu le bémol que je voudrais apporter, même si je suis très favorable à ce retour de la voile, parce que effectivement, au niveau environnemental, c'est quand même très bien. Mais tant qu'on voudra des marchandises en masse et rapidement, il y a quand même des mentalités à faire évoluer et le besoin actuel ne correspond pas à la propulsion des navires à voile. Alors ça, c'est passionnant. Guillaume Legrand, c'est vrai que vous êtes en train de faire la démonstration, ou vous souhaitez faire la démonstration avec, parce que vous avez évoqué ce logo, ce label Anemos, ça permet aux consommateurs, parce que ce que dit Bertrand de Rennes, c'est qu'il faut que nos comportements de consommateurs changent pour que la voile puisse s'imposer. Vous dites, on a un logo qui informe le consommateur que son produit a été transporté sur un bateau à voile, quoi. Si on commence par se dire que le futur sera l'image du présent, que le présent sera l'image du passé, que rien ne change, à ce moment-là, rien ne change. Et commandant, vous avez tout à fait raison de dire que si on veut faire exactement la même chose avec de la propulsion vélique, on va avoir un problème technologique, tout simplement. Aujourd'hui, évidemment,
le pétrole et les différents hydrocarbures qui transportent 90% des flux mondiaux sont finalement la structure, hein, le squelette de l'économie mondiale. Nous, sur les kites, c'est également très intéressant. Et je crois qu'il faut différencier des approches technologiques. On a donc des apporteurs de technologie. Et je crois que chez Oceanwings, c'est en train largement d'en faire la démonstration de ce qui pourrait s'adapter à de l'existant. Alors, je crois qu'on peut citer également Yves Parlier et Beyond the Sea, qui fait un travail extraordinaire et remarquable sur cette technologie de kite ainsi que Airseas, utilisant des technologies Airbus notamment pour comprendre ces écoulements-là. Si la flotte mondiale était intégralement équipée de ces kites, on aurait quand même une réduction importante de son bilan carbone. 5 à 10% d'économie de carburant, c'est ça à peu près ? Il faudrait demander à Yves Parlier. Effectivement, on lit 5 à 10%, on lit 15% parfois. Ça dépend des allures, on le comprend. C'est déjà important. Des angles du vent. Donc voilà. Il y a effectivement, on pense qu'il faut aussi l'installer, mettre un treuil, probablement un technicien, mais c'est pas mon sujet. Il y a une approche qui est technologique, on le comprend. Donc on va trouver des technologies afin de marginalement baisser les émissions, puisque donc des chargeurs, des industriels choisiraient de le faire. Ou il y a une approche de marine marchande. Et c'est la nôtre, c'est de dire où est la valeur. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut transporter des produits avec un taux de fret, donc un coût du transport qui sera un peu différent de ce qui se fait dans l'industrie, on va dire carbonée, hein, classique, conventionnelle. On n'est pas en train d'attendre une réglementation internationale ou des incitations qui viendraient dans cette flotte-là, qui est très largement dérégulée, qui continue d'avoir finalement cette capacité commerciale sur les mers. Nous, on a, alors je veux citer le groupe C'est Moi, par exemple, le chocolatier bien connu des Français, qui remplit nos cales à un taux de fret plus important chez nous, puisqu'ils peuvent utiliser de cette façon-là des cales qui sont mieux ventilées, donc un transport plus qualitatif, et ce label pour valoriser une origine qu'ils appellent... Est-ce que ça rend les produits plus chers à l'achat ? Pas nécessairement. Pas nécessairement, ça accompagne un positionnement commercial d'un producteur de cognac, de champagne. Le groupe Belco, qui fait des grandes origines de café et qui les source dans les grands pays, qui accompagne un mouvement dans le café de boire de la grande qualité, par exemple, de plus en plus et moins de quantité, se rend compte qu'en fait c'est très intéressant pour eux. Donc effectivement, il s'agit d'aller toucher des générations plus sensibles à cette transparence-là et utiliser des leviers commerciaux. Bien compris. Romain Gansart, je rebondis sur ce que disait Bertrand de Rennes. Alors c'est vrai, vous avez donné le chiffre. Aujourd'hui, c'est 90% des marchandises dans le monde qui transitent par la mer. Donc l'enjeu, il est évidemment énorme. Mais avec le tonnage, pardon, je suis un béotien, mais de vos bateaux, vous ne pouvez pas, de vos bateaux à voile, hein, vous ne pouvez pas fournir la réponse pour 90% des marchandises qui sont transportées aujourd'hui. Ça peut, ou alors dans quoi ? Alors on se projette en 2040 dans cette émission. On pourra y être ? Alors, le transport maritime, effectivement, hein, c'est 9 objets sur 10 qui est transporté avec le transport maritime. Ça reste quand même le moyen le plus performant. Hein, c'est 60 fois moins d'émissions de carbone que le transport aérien, par exemple. Mais c'est un gros pollueur. C'est 1 milliard de CO2 par an. Ça représente à peu près le pays de l'Allemagne. Maintenant, quand on regarde les technologies, si on regarde ce qui est intéressant, c'est de trouver les solutions du futur, en fait. Hein. Ce qui existe aujourd'hui sur tout ce qui a été mis en place, que ce soit de l'optimisation de coques, de l'air lubrification, etc., c'est des choses qui existent. Mais on voit très bien que même en les combinant, on ne dépassera pas 10%. Or, les enjeux, c'est 40% de réduction en 2030, 70% de réduction en 2050. Sur la propulsion éolienne, on peut faire un comparatif des solutions et autres, mais nous, par exemple, ce qu'on voit avec les Oceanwings, on peut aller jusqu'à 45% d'économie de carburant sur les bateaux. Quel que soit le tonnage ? Alors, ça dépend du bateau, du tonnage, des conditions de vent et de la vitesse, bien sûr. Ce qui est intéressant avec le nôtre, c'est qu'on peut multiplier les systèmes, donc augmenter la propulsion. Sur un bateau comme Canopée, par exemple, on est de l'ordre de 20 à 35% de réduction d'émissions. Donc, on a déjà des technologies qui sont en train de s'améliorer, mais on a des technologies qui commencent à être évoluées, abouties et qui apportent des premières solutions. Ce n'est pas la solution miracle. Tout le monde est en train de travailler dessus. Nous, on a une conviction dans l'hybridation pour accompagner l'existant, les contraintes actuelles des armateurs et répondre aux enjeux de pollution de la planète et répondre à leurs problématiques. Donc, quand vous parlez d'hybridation, ça veut dire qu'un cargo existant qui se propulse, j'imagine, au diesel, pourrait avoir des voiles d'appoint, c'est ça, et donc réduire assez largement sa consommation de carburant, c'est ça ? C'est déjà ce qu'on est en train de concevoir. Donc Canopée, ça a été une conception du cabinet d'architecture navale VPLP, où on fait ce type d'hybridation. Donc une propulsion, ce qu'on appelle une propulsion thermique, avec de l'apport éolien, mais c'est aussi vrai pour les carburants du futur.
On parle des différents carburants qui arrivent, qui ne sont pas encore tous matures, qui peuvent engendrer un surcoût. L'éolien reste extrêmement intéressant pour ce type de carburant, puisque de toute manière, pour l'armateur, ça lui permet d'économiser du carburant et donc de gagner en compétitivité. Bertrand de Rennes, je reviens vers vous. Ça suppose des investissements très lourds, de faire basculer le transport maritime de fret vers la voile massivement, hein. Oui, c'est sûr. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je suis bien moins. Ma qualification est moins dans ce domaine, mais à mon avis, je reviens sur ce que j'ai dit déjà. Avant qu'on arrive à faire naviguer les cargos à la voile, il faut qu'on accepte, par exemple, de recevoir du fret qui vient de l'autre bout du monde. Non pas l'avoir en 1 mois ou un mois et demi, l'avoir en 3 mois ou 4 mois, quoi. Je pense que c'est le frein majeur actuellement. Le temps de transport. Oui, parce que, comme vous le savez, quand un produit est manufacturé, par exemple en Chine, entre le moment où il sort de l'usine et le moment où il arrive sur le marché en France, c'est un produit qui ne rapporte pas. Donc, la personne ou la société qui l'a acquise et qui veut le revendre, elle est plutôt intéressée par un transport très rapide et en masse. Donc je pense que le frein majeur, pour moi, peut-être que je me trompe, mais je pense que le frein majeur n'est pas la technicité des matures, des gréements monumentaux qu'on va devoir mettre sur les cargos, mais c'est surtout le mode de vie actuel, l'exigence qu'ont les intervenants dans le commerce international. Oui, et au bout de la chaîne, notre exigence de consommateur, effectivement, qui souvent veut que tout soit disponible en un clic et livré dès le lendemain, si ce n'est pas possible dans la journée même. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus, sur cette question du temps de transport, parce qu'évidemment, c'est majeur. Tout à fait. Si on considère toutes les marchandises qui sont transportées sur les mers, il est clair que différencier, valoriser est difficile. Hein, des chinoiseries, comme on dit, il est difficile d'en réduire le transit time, puisqu'effectivement l'équilibre est purement économique, d'essayer de baisser les coûts et d'avoir un temps de retour le plus rapide possible. Et en ça, donc, le commandant a tout à fait raison. J'essaie de bien vous comprendre. C'est-à-dire, sur ce marché-là, avec vos technologies, vous n'êtes pas compétitif sur le temps de transport. De 78 mètres qui transporte 1000 palettes de cognac, par exemple, ou 1000 palettes de cacao. Je vais prendre l'exemple de la route de New York. On le parcourt en 13 jours contre un transit time dans le conventionnel qui est de 9 jours. Donc on se rend compte qu'en fait, on n'a pas quelque chose qui est critique. On n'a pas quelque chose qui est fondamental en termes d'équilibre d'un produit spécifique que certains de valeur ajoutée qui veut lui-même se positionner sur un marché par une stratégie spécifique. Alors, il y a le transit time et le lead time, c'est-à-dire qu'on va rajouter le temps de transport maritime pur au temps de l'acheminement, du chargement, le temps où les conteneurs restent sur les terminaux. Hein, et on se rend compte qu'auprès de nos chargeurs, je prends l'exemple là depuis Abidjan, par exemple, le groupe C'est Moi aujourd'hui a des lead time de l'ordre de 27 jours. Nous, on leur propose des lead time de l'ordre de 21 jours, hein, parce qu'en fait, le transit time est quasiment celui du lead time, parce qu'on peut tout de suite décharger, tout de suite mettre à la circulation les produits. Donc en fait, on a à la fois des produits qui peuvent être transportés dans une meilleure qualité, dans des temps de transit finalement comparables, marginalement moins bons, mais regardez les voitures électriques. C'est pas de 1 à 3 mois. C'est pas de 1 à 3 mois. Pas du tout. C'est plus du tout au Magellan, le Scorbut, tout ça, etc. On n'est pas du tout dans un... notamment pour des raisons de routage et de meilleure connaissance, et puis pour la performance des navires, tout simplement, on est sur des choses qui sont assez marginales. Qui sont, voilà. Sur notre décarbonation, nous, on garantit plus de 95%. Par rapport à un navire de jauge équivalente ou par rapport à la flotte existante. Donc on est tout le temps à la voile et c'est aussi ça qui importe pour les clients. Et puis alors justement, moi le levier sur lequel je voudrais qu'on termine, Romain Gansart, c'est le levier des consommateurs. C'est-à-dire que la pression des consommateurs, elle est de plus en plus forte. Donc on peut imaginer que la chaîne qui amène à remplir un bateau, à le faire traverser un océan le plus vite possible, etc., elle va tenir compte de cette demande des consommateurs et donc l'importance d'un transport à la voile. Exactement. L'objectif à terme, c'est être capable de consommer localement, de consommer avec de la conscience environnementale. On voit très très bien par rapport à nos besoins du quotidien que ça va prendre du temps. D'être capable d'avoir ce système, cet écosystème performant environnementalement. En attendant,
c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Donc il y a le côté réglementaire, éventuellement des taxes carbone. L'Organisation maritime internationale est en train de mettre des réglementations à respecter, donc de la contrainte. Faire des économies de carburant pour les armateurs avec ce type de système. Donc ça, c'est pour les aider à le faire. Mais le plus important, c'est le consommateur final. Avoir de la pression, avoir des labels environnementaux pour pousser les affréteurs, les logisticiens, les armateurs, les industriels à avoir aussi une logistique verte dans leur approche. Oui, et avec peut-être des secteurs de consommation, d'activité qui vont vouloir être un peu les pionniers en la matière. Est-ce que vous pariez là-dessus, en quelque sorte ? Oui. Nous, on accompagne sur ce défi. On voit que parmi les pollueurs, on a à peu près tous les secteurs de transport maritime. Les secteurs dont on parle, ça va surtout être par exemple, les porte-conteneurs, quand on parle des grands groupes qui permettent de livrer nos achats sur Internet et autres. C'est des transports qui sont très intéressants parce que c'est des transports qui se déplacent rapidement, donc qui polluent pas mal et qui ont aussi beaucoup de contraintes en termes de temps de livraison aujourd'hui. Quand on apporte des propulsions auxiliaires en utilisant justement l'éolien, on leur permet de faire des économies significatives et donc de répondre aux attentes du consommateur de demain. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat ici en plateau et merci également à Bertrand de Rennes qui était avec nous en visioconférence. Merci à tous les trois. On va changer d'univers tout de suite, on décortique le marché des fintech grâce à Smart Money. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, notre chronique sur les placements d'avenir et les moyens de paiement du futur avec David Derry. Bonjour David, heureux de vous retrouver, analyste chez eToro France. On se concentre aujourd'hui sur le marché des fintech. Alors on aime bien commencer par une définition. C'est quoi les fintech ? Alors les fintech, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une contraction de deux mots. Donc le mot finance et le mot technologie. Donc en gros, quand on parle de fintech, on fait référence en général à toutes les entreprises qui vont utiliser justement la technologie pour améliorer les services financiers qui sont déjà existants. Donc ça a commencé à se démocratiser il y a maintenant une dizaine d'années. Et on voit en fait que ce secteur est en train de prendre de plus en plus de parts de marché justement aux acteurs classiques, qui sont les banques et les assurances. Et donc aujourd'hui, ça reste encore pour la majorité des startups, mais on est en train de voir quand même une évolution du secteur. Et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui opèrent dans ce domaine-là, ils utilisent des modèles qui sont justement opérationnels, technologiques ou économiques, qui sont plus disruptifs, et qui permettent justement de mieux traiter les nouvelles problématiques des clients bancaires. Alors justement, on va découvrir les acteurs de ce marché, mais d'abord, il fait quelle taille ? Alors, c'est un marché assez gros. Par exemple, en 2019, d'après un rapport de Global Newswire, le marché était estimé à 5 500 milliards de dollars, donc l'ensemble des marchés des fintech. Et c'est un marché qui devrait continuer de croître justement d'ici les prochaines années, parce qu'on anticipe un taux de croissance de 25% d'ici à 2025. Donc pour les investisseurs qui s'intéressent à l'industrie de la fintech, il y a différents moyens. Ils peuvent segmenter ce secteur soit par géographie, soit par les technologies utilisées, donc que ce soit les API, l'intelligence artificielle, la blockchain ou ce genre de choses, ou encore par le type de service rendu. Donc si on s'intéresse au type de service rendu, on peut considérer 7 grandes catégories dans les fintech. Donc les paiements. Alors on se lance, il y en a 7, méfiez-vous, je vais compter. Donc les paiements, c'est parti. Il y en a 7. Donc les paiements avec des sociétés assez connues, là où on a les plus grosses sociétés. Donc on a par exemple Apple Pay, on a des sociétés comme PayPal, comme Stripe, ou même en Asie, on a des sociétés comme On Financial, qui sont la maison mère de Alipay. Ensuite, on a les néobanques. Donc dans les néobanques, on va retrouver des sociétés comme Revolut ou comme N26, dont on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Ensuite, on va avoir toutes les sociétés d'investissement. Donc là, bien évidemment, on va retrouver des sociétés comme eToro, mais d'autres, comme par exemple des sociétés américaines comme Wealthfront ou Sophie, ou même des robo-advisors. Par exemple, en France, dans les robo-advisors, on peut citer YoMoney ou WeSafe, qui sont des marques assez connues. Est-ce que vous placez le financement participatif, les cagnottes en ligne dans ce secteur ? Exactement. Donc c'est d'ailleurs la catégorie qui vient après. Donc c'est tout ce qui est financement participatif, avec les plateformes comme
comme KissKissBankBank ou Kickstarter par exemple. Et puis ensuite, les 3 autres grands thèmes et grandes catégories de ce secteur-là, donc c'est tout ce qui est InsurTech. Donc là, par exemple, c'est les nouvelles compagnies d'assurance. Par exemple, on a eu récemment Lemonade qui s'est introduit en bourse aux États-Unis. En France, on a des sociétés comme Alan ou Luco qui sont aussi assez connues. Ensuite, on va avoir les sociétés de RegTech, donc qui vont essayer d'aider les banques et les sociétés de FinTech à justement gérer les KYC et ce genre de démarches. Et ensuite, on a les sociétés de crypto-monnaies qui font leur apparition. La réglementation, parce que c'est un élément toujours important dans nos démonstrations, est-ce qu'elle change en ce moment? Est-ce qu'elle change beaucoup? Alors, c'est une réglementation qui évolue sans cesse. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour opérer une FinTech, n'importe qui, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, il a besoin de respecter les règles en vigueur. Donc nous, en France, on est notamment soumis à 2 contrôles, un par la CPR et un par l'AMF. Et donc même si les établissements financiers, de toute façon, ils sont tous obligés d'être réglementés par la CPR, on voit qu'il y a certains statuts qui ont été créés justement spécialement pour les fintech. Donc on peut par exemple opter pour un statut de conseiller en investissement financier. Ensuite, on peut aussi opter, si on est par exemple une fintech dans le domaine des paiements, pour un statut d'intermédiaire en opération de banque et de services de paiement. Et ensuite, comme on parlait pour les plateformes de financement participatif, ils peuvent avoir un règlement d'intermédiaire en financement participatif. Donc on voit aujourd'hui que la réglementation, elle est quand même assez développée. En plus de ça, toutes les entreprises vont bien évidemment devoir respecter tout ce qui est normes RGPD. Et on n'aura pas, par contre, en France comme en Angleterre, on n'aura pas de sandbox, donc de solutions bac à sable, en fait, qui consiste vraiment à sélectionner certaines startups et à leur laisser tenter leur concept sur un périmètre limité, mais avec justement en bénéficiant d'une réglementation plus avantageuse. Ce genre de modèle-là, on n'aura pas en France, même s'il y a certaines initiatives à noter, on ne se dirige pas vers la solution bac à sable. Alors en conclusion, on se demande toujours s'il faut investir dans les fintech. Vous avez un petit peu répondu en disant qu'il y a il y a une croissance attendue qui est quand même assez impressionnante dans les 5 ans à venir. Bah, écoutez, pour le moment, on est en train de voir justement que les fintech sont en train de faire leur entrée de plus en plus dans le quotidien des personnes, que ce soit il y a des applications comme Revolut ou autres. On est aussi en train de voir que justement, il y a de plus en plus de banques ou de compagnies d'assurance qui investissent massivement dans ces projets-là, ou même qui parfois acquérissent complètement la start-up en question. Donc ça peut être justement intéressant pour les investisseurs, ça peut être un secteur d'avenir en tout cas pour l'investissement. Merci beaucoup, merci David Derry. Je rappelle que vous êtes analyste pour eToro France. Donc c'était un exercice particulier d'expliquer ce qu'ont les fintechs quand on est soi-même une fintech. Mais vous l'avez très bien fait, merci beaucoup. Tout de suite, c'est Smart Connect. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect, notre plongée hebdomadaire dans le monde du e-commerce avec aujourd'hui Yann Georget, cofondateur et président de Botfuel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Votre métier, c'est le marketing conversationnel. Vous nous rappelez de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Alors voilà, nous, chez Botfuel, nous développons des agents conversationnels. Nos clients, ce sont des e-commerçants et ces agents conversationnels jouent le rôle d'un vendeur virtuel, le même vendeur qu'on peut trouver dans un magasin, qui vous aide, qui vous conseille, qui répond à vos questions. Oui, c'est le petit personnage qu'on voit apparaître quand on arrive en général sur un site marchand. Alors, l'idée, on en a déjà parlé ici même, c'est vraiment de reproduire l'expérience de la vente en magasin, mais sur le site. Ça suppose quels outils technologiques? Alors, très bonne question. Nous, chez Botfuel, Botfuel, ça existe depuis 5 ans à peu près. Depuis le début, on travaille sur le traitement du langage naturel. Donc le traitement du langage naturel, c'est le fait de comprendre une phrase que va dire un internaute ou que va écrire un internaute et d'en tirer tout le sens. Pourquoi on fait ça? C'est pour répondre à des questions. Comment je fais pour annuler ma commande? Est-ce que vous acceptez American Express? Ma commande n'est pas arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Etc., etc. Donc on veut comprendre ces phrases et être capable de déclencher les bonnes conversations. Donc le chatbot, l'agent conversationnel, va déclencher une conversation et va vous demander peut-être quel est votre numéro de commande. Il va vous demander de préciser en fait. Donc en vous entendant, je me dis double défi, effectivement le défi de la compréhension et de la rapidité, parce qu'on doit être dans un dialogue qui est le plus fluide et le plus naturel possible.
Oui, alors il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que le chatbot répond rapidement que derrière, il ne s'est pas passé plein de choses. Il y a toute une partie du travail qui est offline. Il y a tout un entraînement, parce que nous, on utilise des techniques d'intelligence artificielle, de machine learning. On entraîne des modèles, donc des modèles mathématiques très, très compliqués, pour comprendre les différentes langues. On supporte bien sûr plusieurs langues et en tirer tout le sens. Donc tout ce travail-là est fait en amont. Et c'est un travail d'entraînement, d'apprentissage automatique. L'objectif, c'est de transformer la visite en acte d'achat, comme dans un magasin physique. C'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Est-ce que vous êtes jugé là-dessus par vos clients d'une certaine façon? Alors, on est jugé sur plusieurs paramètres, plusieurs KPI. Le taux de conversion en est un, bien sûr, c'est quelque chose qu'on cherche à améliorer et nos agents permettent d'améliorer le taux de conversion. Mais ce n'est pas le seul paramètre qui est important. Il y a aussi le taux de satisfaction des internautes. Un internaute content, un client satisfait, il va revenir, il va être un acheteur récurrent. Donc ça, c'est aussi un paramètre très important. Donc voilà, il y a comme ça plusieurs paramètres qu'on cherche à optimiser sur un site web. Est-ce que vous réussissez à adapter l'offre aux clients et au type de produit? Parce que j'imagine que ce n'est pas les mêmes réflexes. Enfin voilà, quand moi j'achète, je veux dire n'importe quoi, une paire de chaussettes ou une moto, je ne vais pas exactement avoir les mêmes préoccupations et les mêmes réflexes. Comment vous adaptez vous aussi à ça avec un Chabot en fait? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect réponse aux questions fréquentes. Bien sûr, ces questions fréquentes dépendent du sous-domaine dans lequel on est, du domaine du e-commerce dans lequel on est. Bien sûr, pas les mêmes questions sur les vêtements. On aura peut-être des questions sur est-ce que c'est du coton étiquable, etc. Et puis sur une tondeuse, on ne va pas avoir les mêmes questions. Donc ça, on imagine c'est assez simple. On apprend, on donne les bonnes informations aux machines. Voilà, on fait des modèles spécifiques pour les différents domaines. Et puis il y a tout un aspect aussi intégration, et c'est là notre spécificité chez Boatfuel. Nous, on est spécialisé dans le e-commerce, donc on s'intègre au catalogue produit de nos clients et on est capable d'avoir des conversations qui sont spécifiques. Donc des conversations qui vont vous permettre de trouver le bon produit dans une catégorie de produits. Par exemple, si vous cherchez à acheter un appareil photo, peut-être que vous n'êtes pas un spécialiste et vous ne savez pas le temps d'obturation que vous voulez. Par contre, vous savez que vous prenez des enfants, des sportifs, plutôt que des paysages. Et en répondant à des questions simples comme celle-là, on arrive à vous guider vers le bon appareil photo, par exemple. Et l'idée, c'est quand même alors je dis leurrer, c'est un peu provocateur de ma part, mais que le consommateur ait l'impression qu'il y a un humain derrière la machine qui soit en train de dialoguer avec lui. Certains font ça. Nous, ça n'a pas été notre politique dès le début. On préfère être cash et dire, voilà, vous parlez à un chatbot, il est là pour vous aider et on essaie d'être le plus pragmatique possible et de fournir des réponses à des questions et d'aider l'internaute. On ne cherche pas à le duper. J'ai vu que vous promettiez une hyper personnalisation, mais alors j'essaye de comprendre comment vous faites avec un client qui arrive pour la première fois sur le site. Vous avez zéro information sur lui. Donc comment on va dans l'hyper personnalisation? Alors on n'a pas tout à fait zéro information. On peut savoir d'où il vient. On peut savoir qu'il vient d'une campagne Facebook, on peut savoir qu'il vient d'une campagne de publicité Google. Donc on a déjà ces infos-là. On sait aussi ce qu'il fait sur le site web. S'il navigue, par exemple, dans la catégorie des tondeuses, il est probablement intéressé à acheter une tondeuse. Et puis, s'il a mis plusieurs produits dans son panier, on acquiert petit à petit de l'information sur cet internaute qu'on n'avait jamais vu avant. Avant que le dialogue ne commence, c'est ça? Par exemple. D'accord. Et s'il revient, là, vous avez déjà des informations sur lui. Vous le réidentifiez d'une certaine façon? C'est possible, ça, dans le respect du RGPD, évidemment? Bien sûr. Ça, c'est possible suivant le niveau d'intégration qu'on a pu mettre en place avec le e-commerçant. On peut bien sûr, dans des cas d'intégration très poussés, avoir accès à tout son historique client et donc avoir avec lui des conversations qui sont beaucoup plus pertinentes parce qu'on sait qu'il est acheteur de tel type de produit et que voilà. En quelques secondes, comment vous voyez l'avenir du secteur et de votre entreprise en particulier? Alors, le secteur du e-commerce, il est en train d'être accéléré en ce moment. Le Covid accélère des tendances qui étaient déjà là, qui étaient déjà présentes depuis quelques années. Donc le e-commerce se développe. Si on veut voir un peu le futur du e-commerce, je pense qu'il faut regarder en Chine. On a souvent des bonnes indications de ce qui va arriver dans quelques années en France. Et par exemple, dans le e-commerce, ce qu'on voit beaucoup en Chine, c'est des influenceurs qui vendent des produits.
Donc il y a plein d'anecdotes sur des influenceurs qui vendent en quelques minutes des dizaines, voire des centaines de sacs Louis Vuitton, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est une nouvelle tendance du e-commerce, la vente par des influenceurs. Eh ben, on suivra ça de près. Merci beaucoup. Désolé de vous interrompre. Le temps a filé. C'était passionnant de découvrir l'activité de Botfuel. Voilà, on va marquer une courte pause dans cette émission. On se retrouve juste après pour Smart City. On va explorer les écoles de demain. On ira sur les bancs de l'école de 2040. À tout de suite. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. La seconde partie de ce Smart Future. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Bismart. On continue de voyager dans le temps, de découvrir les entreprises ou les institutions qui inventent aujourd'hui notre quotidien pour demain. Et dans notre Smart City, c'est toujours la seconde partie de cette émission. On va pousser la porte de l'école en 2040. À quoi ressemblera-t-elle? Les robots vont-ils se substituer aux enseignants? A-t-on encore besoin d'apprendre quand toutes les encyclopédies se trouvent là, clac, d'un clic sur notre ordinateur? On en parle tout de suite avec Delphine Gouès. Bonjour, vous êtes directrice des études et de l'innovation pédagogique de Sciences Po Paris. Avec nous également Caroline Sos. Bonjour, vous êtes la fondatrice de Living School. C'est quoi Living School. Living School, en quelques mots. Living School, c'est une école éco-citoyenne qui existe depuis 13 ans et qui se trouve dans le 19e à Paris. D'accord. Éco-citoyenne, ça veut dire quoi? Eh bien, on s'occupe de la planète, figurez-vous. Donc, nos élèves, de la maternelle jusqu'au collège, conduisent des projets pour venir en aide à notre belle planète et à notre humanité. Donc, des projets qui peuvent être des projets de solidarité internationale, replanter des arbres, venir en aide au monsieur SDF du quartier. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à lire, écrire, compter, mais au travers de projets porteurs de sens et qui leur donneront envie d'agir pour un monde meilleur. Et moi, il faut que je progresse en anglais parce que c'est Living School, évidemment. Sciences Po Paris a créé un institut des compétences et de l'innovation. Je commence par la présentation de l'une et l'autre. C'est quoi son rôle de cet institut? Cet institut a pour vocation de réfléchir avec nos programmes de formation aux méthodes pédagogiques et aux différentes compétences communes qui tressent un petit peu et qui forment les piliers du projet pédagogique de Sciences Po. Et donc d'élaborer les différentes techniques pour arriver à cet objectif de développement de compétences communes, transversales, fortement ancrées également dans la responsabilité. Et vous vous posez l'une et l'autre la question des outils technologiques, de ce qu'on utilise tout le temps dans notre vie quotidienne peut apporter à un enseignant et à une pédagogie. Delphine Gouès. Oui, tout à fait. Nous avons eu une réflexion d'abord structurelle autour de ces sujets-là, autour de l'innovation numérique, l'infrastructure un petit peu technologique pour soutenir une interactivité, une ouverture de nos formations à des publics qui ne peuvent pas forcément se rendre entre nos murs. Et puis, évidemment, on a eu une conjoncture qui a fait qu'il y a eu une énorme accélération du fait de la crise du Covid et qui ouvre des chemins d'exploration à l'avenir qui seront certainement très, très porteurs. Oui, c'est vrai que le télétravail, il s'applique aussi au lycée. On a vu dans les annonces du Premier ministre jeudi que les lycées passaient tous en demi-jauge. Je ne sais pas si vous êtes concerné par cette mesure, mais comment vous abordez justement la part de la technologie dans vos méthodes pédagogiques? Alors nous, on ne va que jusqu'au collège. D'accord. Et pour nous, le numérique, c'est un outil, en fait. C'est un outil et c'est important à la fois d'en voir tous les aspects positifs, c'est un moyen, et aussi d'en étudier tous les aspects négatifs. Pour moi, je pense qu'il faudrait passer un permis écran comme on passe un permis de voiture. Dans la mesure où l'écran, il peut aussi faire des dégâts, et des dégâts conséquents. Donc on sensibilise beaucoup nos élèves tous les ans, justement à l'utilisation des écrans pour avoir une utilisation raisonnée. On sait que un adulte, vous, moi, nous passons 221 fois notre doigt sur notre smartphone en une journée. C'est un peu la folie. Et donc c'est un peu important aussi d'apprendre à gérer ça de manière raisonnée. Et nos élèves sont tellement créatifs qu'ils ont même créé, lors du défi qu'on fait tous les ans, un défi de 10 jours sans écran, une boîte pour que les portables des parents puissent tranquillement se reposer dans les moments précieux. Et on leur a demandé quels étaient ces moments précieux. Ils nous ont dit les repas, les histoires du soir, enfin voilà. Donc de ne plus avoir d'envahissement des écrans. Alors moi je vais mettre les pieds dans le plat. Pour préparer ce débat, je me suis appuyé sur les rencontres 2049 qui sont organisées par le magazine l'Obs. La question générale, est-ce qu'on aura encore besoin d'enseignants dans 40 ans ou dans 20 ans, plutôt en 2040, ou est-ce que les robots auront pris leur place? Delphine.
Très bien. Je crois profondément dans le rôle de l'enseignant, que nous avons depuis le début de la civilisation d'ailleurs. Bien sûr. Là où je pense qu'il y aura une transformation, c'est peut-être dans son rôle et dans ses méthodes pédagogiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on peut avoir un accès à l'information de manière instantanée, une information qui est extrêmement foisonnante. Le rôle de l'enseignant ici, justement, c'est de guider les étudiants à exercer un esprit critique, à savoir se repérer, savoir reformuler ce qui peuvent ressortir de ce plongeon dans l'information, et plus lier ça à un développement de connaissances solides qui leur permettent de soutenir un discernement. Et donc l'enseignement et l'enseignant a un rôle de tuteur, peut-être de guide et de mentor, qui sera toujours présent en 2040. Mais quand même, c'est un changement de pied. C'est-à-dire que l'enseignant, c'était celui qui détenait le savoir encyclopédique. Oui. On est d'accord. Oui. Moi, j'ai en tête des profs qui étaient impressionnants par leur savoir encyclopédique. Aujourd'hui, c'est ce que je disais antique, l'encyclopédie, elle est disponible en un clic. Donc, il devient plus un coach. Le terme n'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un peu l'idée. Quelqu'un qui va nous apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, soutenir le questionnement, qui est vraiment une valeur clé aujourd'hui. Il faut se poser des questions et développer cette réflexion pour aller plus loin. Et oui, effectivement, vous parliez de l'encyclopédie et ce qu'on pouvait appeler la pédagogie verticale. Maintenant, il y a beaucoup plus d'interactivité. Le fait que l'enseignant puisse aller défier aussi les étudiants, les sortir peut-être de zones de confort. Et ce que nous, on met aussi en avant beaucoup dans l'enseignement supérieur, notamment à Sciences Po, c'est l'interaction entre les étudiants aussi, où ils ont beaucoup de choses à apprendre entre eux, surtout du fait qu'il y a une diversité de profils intéressante. Et c'est ainsi que peut se construire une action qui peut être la plus responsable possible à l'avenir. Caroline Sauce, cette place de l'enseignant face à la machine, en quelque sorte, vous l'imaginez comment dans une vingtaine d'années ? Pour moi, pareil que Delphine, dans le sens où pour moi, l'être humain aura toujours une place énorme et prépondérante, et je le souhaite de tout cœur, sinon pour moi, on court à notre perte. Oui. Et j'ajouterais dans les compétences à transmettre qui me paraissent assez essentielles, le savoir-être. Je trouve qu'en France particulièrement, on focalise énormément sur la dimension intellectuelle. Développer le cerveau, avoir un cerveau bien fait, une tête bien faite. Or, on est un être humain global, avec aussi un corps, avec aussi un cœur. Et je pense que la dimension du cœur, notamment, a énormément besoin d'être davantage développée pour permettre des discernements. On est dans une humanité qui court en avant pour un profit court terme, sans trop se poser la question de l'avenir et de sa pérennité sur Terre. Et pour moi, c'est le fait d'avoir une approche plus globale, incluant la dimension justement du cœur, qui va permettre un discernement chez nos jeunes et chez nos élèves et futurs acteurs et citoyens pour prendre de bonnes décisions par rapport à l'avenir de cette humanité, justement. Effectivement. Est-ce que vous vous demandez ce que l'intelligence artificielle pourra apporter à vos enseignants et donc à vos élèves ? Est-ce que c'est une réflexion que vous menez ? Non, je ne dirais pas que je l'amène de manière proactive, mais je pense que l'intelligence artificielle nous apportera forcément des choses. Par exemple, pour identifier sur un parcours un arbre de connaissances, un peu ce qui a manqué ou ce qui n'a pas bien marché à un endroit pour pouvoir remédier, je pense qu'il y aura certainement des choses qu'on pourra évidemment utiliser de ce point de vue-là, mais ça n'empêche que je vois comme une avancée, mais il faut oui, ça reste un humain qui utilise l'intelligence artificielle. Exactement. On se comprend. Mais c'est vrai que ça peut permettre une pédagogie plus fine, un peu plus personnalisée. C'est-à-dire, on peut imaginer un algorithme qui dans la classe, va aider l'enseignant à fournir des exercices adaptés à chaque élève et à le faire progresser. Et ça sont des outils qui existent quasiment déjà aujourd'hui. C'est vrai qu'avec les données et le traitement des données d'aujourd'hui, ce sont des techniques qui peuvent se développer. À la fin, rien ne remplace finalement le suivi individuel et cette relation qu'il peut y avoir entre un enseignant et un étudiant. Et pour revenir effectivement sur ce que vous disiez, Caroline, sur les compétences du savoir-être, c'est le fait d'aller aussi voir comment ils travaillent ensemble, avoir une vraie réflexion sur l'objet même des sciences et des sociétés. Nous, on parle beaucoup, on travaille beaucoup en interdisciplinarité entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales à travers tous nos cursus, justement pour enrichir cette réflexion et que l'intelligence artificielle soit aussi un objet d'étude, comme elle peut être parfois un outil sur d'autres actions. Alors, je vais inverser la logique. J'ai commencé par vous dire, est-ce que les robots prendront la place des enseignants ? Est-ce qu'à l'inverse,
on peut imaginer une logique de sanctuarisation de l'école, une sorte de citadelle, préserver des modes, préserver du bruit, préserver des rumeurs de l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez, Caroline Sauce? Je ne sais pas, parce qu'on pourrait même... Pas nécessairement. Il y a des moments où on fait des heures sans téléphone portable ou sans tablette ou sans ordinateur. On pourrait carrément imaginer une école qui dit « Attendez, chez moi, ça n'existe pas, je ne les utilise pas ». Et ça pourrait séduire pas mal de parents. Est-ce que vous y croyez à ça? Quand on voit ce qui se passe dans la Silicon Valley, où tous les dirigeants de start-up mettent leurs enfants dans des écoles Steiner, où justement il n'y a aucune technologie, on peut tout à fait penser à ça. Oui. Je pense qu'il faut toujours juste discerner, être dans un équilibre, pas dans un tout ou rien. Et pour moi, l'école a la vocation quand même à être ouverte sur le monde, ouverte sur les enjeux du monde. Et ouverte sur les innovations technologiques, donc si je vous entends. Oui, on ne peut pas les bannir, quoi. Non, on peut pas ne pas les bannir, les étudier, discerner, voir ce qui est porteur, ce qui ne l'est pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça, et je pense qu'on se rejoint pas mal sur cette notion du discernement. Et ça, c'est pas une machine qui pourra l'apporter, le discernement. Mais jusqu'où on les fait entrer dans l'école, ces innovations technologiques? Parce que je vais transposer notre conversation à des conversations que j'ai parfois avec des chefs d'entreprise qui disent, nous, on est confrontés à des salariés qui, dans leur vie quotidienne, utilisent les écrans, les outils parfois les plus sophistiqués. Ils ne peuvent plus arriver au bureau et être à l'âge de pierre. Oui, bien sûr. Bon, donc ça, c'est une question que vous devez vous poser, vous aussi, dans les outils que vous proposez à vos étudiants, par exemple à Sciences Po. Oui, tout à fait. Nous réfléchissons à cela avec nos enseignants, justement. Il y a des cours qui sont dédiés à ça. Il faut découvrir ces outils, il faut savoir les utiliser. Et justement, cet esprit critique va arriver à ce moment-là. C'est quand est-ce que j'utilise cet outil, à quel escient, quelles sont les limites. Et pour la technologie dans nos cours, c'est justement cela. C'est si elle est là, elle est pour soutenir un projet pédagogique. Et cela a été choisi, les enseignants sont formés pour cela. Et il peut y avoir d'autres cours. Il y avait des cours, il y a eu une tendance de cours déconnectés, etc. L'important, si un enseignant fait ce choix-là, c'est qu'il y ait une vraie explication derrière, une réflexion par rapport à pourquoi un type d'enseignement sans connexion a été choisi. Et à côté, des cours où là, justement, les étudiants puissent s'emparer de ces outils pour pouvoir les utiliser dans la vie professionnelle à venir. Mais ça pose aussi la question des données que l'on peut récupérer avec des élèves qui utilisent ces outils. Certains pédagogues disent « mais moi je ne veux pas que mes élèves en utilisant les outils donnent leurs informations personnelles aux GAFAM dès l'âge de 4, 5, 6 ou 7 ans ». Comment vous réagissez à cette interrogation-là, Caroline Sauce? C'est certain que nous, on essaie quand même de protéger. Nous, on accueille majoritairement des maternelles primaires et maintenant des collégiens. Nous essayons quand même de protéger, d'informer, de leur permettre d'utiliser avec intelligence. Donc on aurait tendance à quand même protéger. Après, j'entends ce que vous dites par rapport au fait de pas non plus se couper du monde, mais savoir aussi de toute façon que les apprentissages, pour l'instant, il n'y a rien qui prouve que les apprentissages par le numérique ont un avantage sur un apprentissage avec un enseignant. Donc je pense que c'est quand même important de... Oui, mais vous voyez le risque de décalage. Je reviens à la question qui était la question précédente, le risque de décalage pour un élève qui va être de plus en plus baigné d'outils numériques et qui n'en trouvera pas éventuellement dans son collège. Pas nécessairement. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de dire, le fait d'apprendre à être bien, d'apprendre à avoir un bon relationnel avec d'autres élèves. Enfin, par exemple, tout ce qu'on fait, nous, à Living School, autour du savoir-être, autour de l'éco-citoyenneté, c'est tellement passionnant, c'est tellement la vraie vie. Que nos élèves, ils ne nous demandent pas des technologies. Et puis, j'ai envie de dire, ils les découvrent par eux-mêmes, par ailleurs, en famille, par leurs parents qui sont tout le temps, comme on le disait tout à l'heure, comme nous-mêmes sur nos smartphones, sur leur portable ou autre. Et en plus, avec le télétravail, c'est renforcé tout ça. Donc, au contraire, les ouvrir à autre chose, les ouvrir aux réels enjeux du monde, parce que les réels enjeux du monde, c'est sera-t-il numérique ou pas? Non, c'est pas ça la question. C'est est-ce que... Mais il est numérique, et il le sera. Il est, et est-ce que l'humanité va être
être pérenne ou non, parce qu'avec le changement climatique qui se profile et qui est juste énorme, il y a de vrais enjeux. Et je pense que d'apporter de vraies possibilités de réponse et de permettre aux enfants de réellement passer à l'action par rapport à ce type d'enjeu est tellement plus palpitant que d'un seul coup, le monde virtuel, le monde du numérique est un peu palo. Oui, j'entends votre argument, mais il y a un autre enjeu, on en parlait tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle et le fait qu'il y a un humain et qu'il faut continuer de maîtriser les outils, c'est le code. Est-ce qu'on doit apprendre le code aux élèves? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut plutôt apprendre le code avant l'histoire? Non, moi je dirais on apprend l'histoire. On apprend l'histoire. Qu'est-ce qu'en dit Delphine Gourès? Oui, il faut apprendre le code aux étudiants. Oui, je pense que l'apprentissage du code, il faut que cela entre dans un projet pédagogique qui soit bien précis, qu'on l'apprenne en expliquant aux étudiants pourquoi ils doivent l'apprendre, ce qui est intéressant pour eux d'appréhender. Et cela leur permettra d'avoir des grilles de lecture peut-être plus riches au moment d'être confrontés à des problèmes complexes. En revanche, le socle de connaissances est tout à fait primordial et c'est ce qui fait les projets des institutions, justement. Donc il faut se concentrer sur les savoirs essentiels avant de coder. C'est-à-dire lire, écrire, compter, c'est peut-être la base avant de commencer à coder. On est dans une société qui raisonne souvent en ou. Moi, je vous propose de raisonner en et. Voilà, on peut faire de l'histoire, des fondamentaux et apprendre à coder, mais toujours avec du sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est tellement important de garder le sens. Il y a une autre notion, puis après, je vais vous proposer de réagir à une expérience de classe, mais alors ultra connectée, que va nous présenter Olivia Hierret-Daubré. C'est ce qu'on appelle la classe inversée. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le savoir encyclopédique. C'est quoi la logique de la classe inversée? Vous pouvez nous le rappeler? Très bien. La classe inversée se fonde sur le fait de donner aux étudiants, avant d'arriver en cours, des ressources qui les préparent à la séance en direct. Et la séance en direct, plutôt que d'être une transmission d'un enseignant aux étudiants d'un savoir déjà élaboré, c'est plutôt le moment de l'interaction entre étudiants, le questionnement, le débat d'idées et le fait de pousser cette dynamique. Donc c'est une forme de pédagogie active qui est de plus en plus plébiscitée et qui fonctionne notamment très bien aussi lorsqu'on est confronté à un enseignement en ligne. Vous parlez aussi de pédagogie hybride. C'est quoi la pédagogie hybride? La pédagogie hybride, il y a plusieurs formes, mais généralement, c'est quand il y a différents formats pédagogiques dans un même cours. Et cela peut être également, cela a été beaucoup utilisé au moment de dire il y a des moments en présence et des moments à distance. Et donc c'est cette pédagogie hybride qui fait beaucoup l'actualité, notamment dans les universités, puisque les jauges d'étudiants qui peuvent entrer à l'université ne sont pas encore à 100%. Effectivement. Allez, restez avec nous, on visite une classe du futur tout de suite avec Olivia. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hierret-Daubré. Bonjour Olivia, vous nous emmenez dans la classe du futur, un prototype de classe virtuelle et connectée qui est testé en France depuis cet automne. Oui Thomas, et que celui qui n'a jamais dormi en cours me jette la première pierre. Personne sur le plateau. Vous avez dormi en cours déjà? J'ai peut-être un peu somnolé, allez, ça a dû m'arriver. Vous savez, devant ce prof qui parle pendant des heures. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé souvent. Eh bien, ce temps est peut-être révolu pour vous, futurs étudiants, grâce à cet outil pédagogique innovant, un écran interactif géant de 12 mètres de long sur 2 mètres de hauteur qui se répand sur plusieurs murs dans une salle de classe. Sur ce tableau noir 2.0, les cours apparaissent sous forme d'images, de vidéos pop-up et de textes colorés. L'enseignant donne cours en présentiel, mais aussi à distance, en même temps, à 500 étudiants connectés sur plusieurs plateformes, des plateformes comme Twitch ou YouTube. Et c'est possible grâce à des caméras disposées à plusieurs endroits de la pièce. Cette salle de classe connectée mesure 100 mètres de superficie. 100 mètres carrés, oui. 100 mètres carrés, pardon, oui. de superficie. Et elle est conçue pour permettre une interaction entre l'enseignant et l'élève de façon dynamique et ludique. Sachant que le temps moyen d'attention est de 12 minutes, l'enjeu pour les créateurs était de garder l'étudiant concentré. Les élèves sont ainsi invités à participer à des quiz interactifs. Pour répondre aux questions, ceux qui sont en présentiel doivent lancer des balles ou toucher l'écran.
Les élèves à distance peuvent quant à eux envoyer une photo de l'exercice qu'ils ont réalisé qui apparaît directement sur le mur interactif. Et alors, est-ce que la pédagogie s'adapte, s'inspire de ces jeux vidéo et utilise ces murs tactiles là? Oui, tout à fait, pour développer un esprit collaboratif selon ses concepteurs. À chaque nouvel apprentissage, l'élève débloque une compétence. Elle apparaît alors sur son profil, comme les pièces d'or que Super Mario récupère dans le jeu Super Nintendo. Et lorsqu'un élève est en difficulté, il va se tourner vers l'un de ses camarades qui a acquis la compétence dont il a besoin pour pouvoir avancer dans le jeu. Enfin, à chaque nouvel acquis, les élèves peuvent se débriefer entre eux. Objectif, les préparer à faire collectivement face aux futurs défis de la société. Alors, il est testé où ce prototype? Qui est à l'origine? Alors, il est proposé aux étudiants en bachelor du campus de l'INSEC Chambéry. Il a été développé grâce à une collaboration de cette école avec l'entreprise PixMind et les scientifiques du LIRIS, le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information. PixMind a fourni la technologie de l'écran et le LIRIS a mis au point la partie logicielle qui permet un système de partage fluide des informations entre élèves et professeurs. Et je termine avec la question qui fâche, ça coûte combien? 300 000 €. Ah oui, ça calme. Le projet est lauréat de l'appel à projet RD Booster du Fonds régional d'innovation d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est donc la région qui a financé l'installation. Bon, ben voilà, à 300 000 € vous achetez? Pas sûr? En tout cas, les principes, j'adhère avec beaucoup de choses que vous avez dit. L'interaction, le travail entre étudiants, le fait d'être toujours en action dans l'enseignement. J'adhère avec ces principes-là de la pédagogie active. Et ben voilà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Smart Future. Demain, évidemment, pour Smart Impact. Merci Olivia qui m'aide à préparer ces émissions toutes les semaines. Merci aussi à Caroline Wattel qui part vers de nouvelles aventures après 6 mois passés à nos côtés. C'était un plaisir, Caroline. Ça va nous manquer quand tu venais donner des indications parfaitement adaptées à nos invités. Tout le monde ici se souvient de ce qu'est cette private joke. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en mars 2021.